je suppose que personne n'est passé à côté de l'actualité. Je veux bien sûr parler du soudain revirement épidermique d'Hermione pour la pièce consacrée à l'univers de Harry Potter et qui semble avoir empêché la moitié du monde de tourner pendant 24 heures. On n'avait plus connu ça depuis Michael Jackson. Une réaction qui me paraît quelque peu démesurée, d'autant plus que ce choix a été validé par Rowling elle-même. D'abord, Rowling a précisé qu'elle n'avait jamais dit qu'Hermione était blanche. Mais des personnes ont rétorqué « Ah bah non, à un moment dans le livre elle a peur et tu décris bien qu'elle devient toute blanche ». Un argument qui m'effraie quelque peu lorsque j'imagine les personnes fouiller le livre à la recherche d'indices sur les origines ethniques des personnages. Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire ? S'en est suivi une réponse cinglante de Rowling qualifiant que ces réactions venaient d'idiots et de racistes. Évidemment, je ne doute pas qu'il y ait dans le lot un certain nombre de sinistres individus idéologiquement accluophobes. Mais pour la grande majorité, n'est-ce pas simplement des fans ? Vous savez, les fans, ces individus qui placent sur un piédestal un personnage ou une œuvre et qu'ils seront capables ensuite de défendre contre les vents de l'esprit critique et les marées du changement. Ces personnes qui éprouvent une empathie si profonde avec un personnage qu'elles ont alors l'illusion d'une complicité avec celui-ci. Une intimité certes absurde et à sens unique, mais qui permet aux fans de se définir et de se construire. Du coup, Rowling, je te trouve particulièrement dur avec les fans, car s'ils sont réellement idiots et racistes parce qu'ils n'acceptent pas cette version d'Hermione, eh bien, est-ce qu'on peut dire que c'est la faute à ta saga ? Ne donnerais-tu pas raison à ces illuminés qui proposent de brûler tes livres sous prétexte qu'ils corrompent la société ? Évidemment, c'est absurde. Et c'est pourquoi je pense qu'il serait intéressant de distinguer les idiots et racistes du fan. Et bien heureusement, le monde n'est pas aussi binaire et c'est pourquoi je me situerais dans une troisième catégorie, celle des gens qui s'en foutent. Une catégorie qui me paraît heureusement celle de la majorité. En tout cas, fan, vous êtes très intéressant puisque vous illustrez la question de l'appartenance d'une œuvre. Appartient-elle plus à son auteur ou à son public ? On se souvient du 4e tome de Millennium plaçant les fans dans un dilemme insoutenable. D'un côté, ce n'est pas le grand Stieg Larsson, donc c'est une hérésie. Mais d'un autre côté, c'est Millennium. Et le fan aime Millennium. Un paradoxe qui se résout comme tous les autres par une explosion de boîtes crâniennes. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être intéressé par cette question, puisqu'il semblerait que Stephen King ait écrit un livre qui se rapproche de ce sujet. Et ce livre, c'est Misery. C'est l'histoire de Paul Sheldon, un écrivain en mode Mark Levy qui écrit des romans à l'eau de rose. Il est notamment l'auteur d'une saga romantique centrée sur le personnage de Misery, une saga à la fin de laquelle Misery meurt. Un jour, Paul termine enfin la rédaction d'un livre qu'il juge plus mature et plus sérieux que le reste. Il prend sa voiture pour apporter le manuscrit à sa maison d'édition, mais sera victime d'un malheureux accident. Il perd connaissance et se réveille quelques jours plus tard dans un lit, dans une chambre, dans une ferme, dans un coin perdu. Paul découvre qu'il a été sauvé par Annie Wilkes alors qu'il avait les 2 jambes cassées et quelques autres blessures. Annie est une fan de l'écrivain et surtout de sa saga Misery, dont elle n'a pas encore lu le dernier tome. Vous voyez venir le pépin ? À partir de là, le livre est un huis clos se concentrant sur la relation entre Paul et Annie. Je trouve que le choix du huis clos est plutôt malin puisqu'il oblige l'histoire à se concentrer autour de la relation entre les 2 protagonistes et à faire fi du reste. Paul est incapable de sortir du lit et se retrouve coincé, obligé de dépendre d'Annie, un peu comme l'écrivain dépend de son public pour vivre. Donc Annie s'occupera à soigner son auteur préféré en lui apportant les soins nécessaires à son bon rétablissement. L'histoire pourrait être heureuse si l'on nommait le détail que Annie est une psychopathe meurtrière complètement à la masse. Bien qu'on se focalise sur le point de vue de Paul, c'est le personnage d'Annie qui est au centre du livre. Autant elle peut être sympathique et pleine d'admiration pour Paul, autant elle peut commencer à le violenter sans aucune pitié. L'ensemble du livre consistera alors en un duel compliqué où Paul devra chercher à survivre, voire à s'enfuir tout en évitant de courroucer Annie. Et cet exercice s'avoue particulièrement compliqué puisque Annie est imprévisible. Ce que je trouve quand même un peu dommage, c'est que le personnage d'Annie est réellement dérangé. Et j'aurais préféré, je crois, avoir un personnage qui aurait été simplement un peu trop fan. Je trouve que ça aurait donné encore plus d'intérêt à cette relation. Peut-être même qu'on aurait pu avoir le point de vue d'Annie, savoir comment elle se serait convaincue de garder Paul chez elle, savoir comment elle aurait légitimé sa violence, et assister ainsi aux interrogations du personnage vis-à-vis de ses actes. Bref, une dimension de caractère tout à fait intéressante. Mais le livre esquive cette profondeur par le postulat « Annie est folle ». Mais peut-être que je fais là un faux procès et qu'une personne normale aurait simplement amené Paul à l'hôpital, ce qui aurait mis un terme abrupt au roman. Dans ce cas, tout ce que j'ai dit là n'aurait servi à rien puisqu'impossible, et ça prouverait que Stephen King a un regard moins sombre sur l'être humain que moi, ce qui m'inquiète quand même un peu. Mais surtout, user de cette critique, c'est oublier que Stephen King avait publié 4 ans avant Misery une nouvelle intitulée Un élève doué. Une nouvelle dans laquelle le personnage central est un gamin tout à fait normal qui reconnaît un ancien tortionnaire nazi vivant pas très loin de chez lui. Et au lieu de le dénoncer, il va établir une relation carrément malsaine avec ce personnage qui les entraîneront les deux dans la folie. Alors que Annie est folle dès le départ, dans Un élève doué, on assiste à une évolution graduelle. Une nouvelle que je vous recommande vraiment ainsi que son adaptation car vous aurez l'occasion d'y voir Gandalf en ancien officier nazi
Merci. Pour en revenir à Misery, il y a au-delà de la folie du personnage d'Annie un autre point intéressant quant à sa personnalité. Elle ne se remet jamais en question. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même quand elle se rend compte de s'être énervée pour rien et qu'elle le reconnaît, elle se justifie en disant que c'est la faute de Paul ou de toute autre personne qu'elle-même. Et ce manque d'esprit critique, ce manque de remise en question, cet auto-obscurantisme, n'est-ce pas ce que l'on peut retrouver parfois chez le fan? Lorsque ce n'est plus l'auteur qui est tout puissant de son œuvre, mais le fan qui se pense plus compétent pour savoir ce qui doit ou non avoir lieu, n'y a-t-il pas un problème? Je demande cela parce que nous le retrouvons dans tous les domaines de la culture, que ce soit par exemple au cinéma ou dans le jeu vidéo. Misery pose des questions sur la relation compliquée entre un artiste, une œuvre et un public. On peut déjà se demander si les fans qui s'en prennent à un artiste lorsque celui-ci modifie une œuvre sont comme Annie Wilkes, c'est-à-dire souffrant de troubles mentaux. Ça me paraît un brin généralisant et essentialisant. Donc, comment penser ce phénomène autrement? Eh bien, Misery offre là aussi une forme de réponse. Annie vit repliée sur elle-même. Elle utilise les livres de Paul pour construire ses valeurs, ses pensées et un peu de son identité. Paul produit une œuvre et Annie se l'approprie. Du coup, la mort du personnage qui nous inspire et auquel on s'identifie, ça me paraît normal que cela nous affecte. Encore plus d'ailleurs s'il était le seul. Il est difficile d'accepter qu'une partie de l'œuvre sur laquelle on a bâti notre identité soit remodelée. Ces personnages qu'on admire, ces œuvres capables de construire nos idées, ce sont autant d'étapes qui contribuent à notre évolution personnelle. Et remettre tout ça en question ou l'arrêter serait nous inviter à penser qu'on peut ne pas forcément évoluer dans le bon sens, ou que notre évolution peut se terminer elle aussi de manière abrupte. Mais c'est aussi quelque chose qui est facilement évitable puisque nous avons la chance de vivre dans un monde où la culture est plurielle, et c'est donc à nous de trier ce qui nous plaît. Cette multiplicité de repères nous permet ainsi d'éviter de sombrer dans le fanatisme. C'est un constat que je trouve plutôt bateau, mais qui a pourtant du mal à être appliqué au quotidien. Mais bon, au fond chacun fait ce qu'il veut. Quant à condamner ce genre de comportement en faisant la police de la pensée, bof. C'est un job que je trouve trop mal payé. Je préfère largement investir mon temps pour des œuvres qui le demandent, ou en découvrir de nouvelles. Et peut-être que si Annie avait fait ainsi, plutôt que de s'acharner sur une seule et même œuvre, lorsqu'elle aurait clos le dernier tome de la saga Misery, elle aurait pu se dire « Ok, c'était une saga sympa, et j'ai adoré le personnage de Misery. La fin, par contre, est vachement décevante. Mais bon, ce n'est qu'un livre, et un personnage de fiction. J'ai un peu le spleen. Mais je vais aller lire autre chose pour me changer les idées, car je déteste lorsque les personnages auxquels je m'attache finissent par mourir. Tiens, je vais peut-être essayer ce Game of Thrones dont les gens parlent. » Eh bien, il ne nous reste plus qu'à espérer que Martin ne fera pas d'accident lorsqu'il amènera son prochain tome à l'éditeur.